le thème du panel porte sur la transition et la sécurité énergétique en Tunisie. La sécurité énergétique, on la vit au quotidien, particulièrement en ce moment avec ce qui se passe dans le Golfe Persique et qui touche l'ensemble des pays du monde. Et naturellement, la Tunisie n'échappe pas à cette sécurité juridique parce qu'elle est extrêmement dépendante des hydrocarbures, le gaz algérien, le pétrole, pour satisfaire ses besoins énergétiques. Alors, bon, il y a la sécurité apportée par le gazoduc, mais nous vivons dans un monde global. Et le défi, c'est de réduire cette dépendance. La Tunisie, il y a 30 ans, était autosuffisante en énergie. Aujourd'hui, elle est dépendante à 70% des sources extérieures pour son énergie. Ceci entraîne naturellement un autre défi, qui est celui de la balance des paiements, de la balance commerciale, où la moitié du déficit extérieur de la Tunisie est due aux importations énergétiques. Il y a bien sûr aussi le problème des subventions, enfin la question des subventions. 4% du PIB va aux subventions à l'énergie, 12% du budget, c'est le premier poste de subvention du budget tunisien. Nous avons de nouveaux défis qui apparaissent. Celui naturellement des contraintes juridiques internationales en matière de décarbonation. Vous savez que depuis le 1er janvier de cette année, on est passé d'un mode déclaratoire à un mode fiscalisé, taxé pour les exportations pour certaines exportations qui ont un contenu carbone important. Et il y a également un autre défi qui est de répondre à une demande d'énergie et notamment d'électricité qui continue à croître. Aujourd'hui, dans le bilan énergétique de la Tunisie, on est en équivalent milliards de tonnes de pétrole à 10. On va continuer et dans 10 ans, 15 ans, nous aurons 40% de plus de demandes et nous aurons, s'agissant de l'électricité, pratiquement un doublement en 15 ans. Donc ce sont là des défis tout à fait redoutables et on comprend bien sûr la priorité accordée par les autorités tunisiennes à relever ce défi. Alors, pour traiter ces différents sujets, nous avons donc une représentante du ministère, le conseillère de la ministre, du ministre, Afef Jaffar, qui, au sein du cabinet, traite ces questions et qui nous apportera un éclairage présent et futur sur ce que font les autorités politiques, publiques, pour répondre à ces défis. Nous avons Olfa Chamari qui est à la Caisse des dépôts et consignations, donc plutôt le volet financier qui est un volet extrêmement important parce que pour faire face à ces défis, il faut lever des sommes considérables et dont on sait qu'elles excèdent les capacités financières de la Tunisie. Si vous comparez le PIB et les investissements, vous voyez bien que la Tunisie ne peut pas, sur ses ressources propres, boucler le financement. Nous avons Rami El Gholi, qui est consultant d'une société qui fait de l'audit carbone.
et qui pourra, notamment sur cette contrainte vis-à-vis de l'Europe, hein, l'Europe absorbe 60% des exportations tunisiennes. Bien sûr, toutes ne sont pas concernées par ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais une partie actuelle et peut-être un peu plus dans les années à venir. Et nous avons Hadjer Chekir qui représente la première compagnie de production d'énergie, de véhicules électriques dans le monde, hein, BYD, Build Your Dream, vous bâtissez votre rêve, qui a dépassé Tesla comme première productrice de société de véhicules électriques. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Chine représente à peu près 35% du marché des véhicules électriques et que d'une manière ou d'une autre, cette part continue à croître malgré les efforts des uns et des autres, notamment de l'Europe, pour nouer des partenariats, mettre en place des capacités de production automobile. Je vais commencer par Afef Jaffar, donc défi redoutable pour l'ensemble de la nation tunisienne. Je dirais quelles sont les mesures hein, qui existent déjà, bien sûr brièvement, le cadre juridique, le cadre réglementaire, la mixité des financements, comment le gouvernement tunisien réagit. Quand on est, comme moi, à l'extérieur, on voit qu'il y a une sorte de période de gestation et que depuis un an ou deux, il y a quand même une accélération des décisions, des signatures touchant notamment la production d'énergie solaire. Merci. Merci beaucoup Serge. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier les organisateurs pour l'invitation et pour l'intérêt porté à cette thématique aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais confirmer ce qui a été dit par Serge. Hein. La Tunisie est confrontée aujourd'hui à plusieurs défis énergétiques. La dépendance énergétique, le déficit énergétique structurel, un mix électrique aussi qui est basé sur le gaz naturel à raison de 93%, avec plus de 50% de ce gaz naturel qui est importé et à peine plus que 20% de gaz produit localement. Des subventions énergétiques aussi, comme vous l'avez bien dit, qui ont dépassé les 7 000 milliards de dollars en 2025 et qui représentent à peu près 12% du budget de l'État. Alors, ajouter à tout cela le contexte géopolitique qui fait que le cours du pétrole est en train d'augmenter alors qu'au niveau de la loi de finances, les hypothèses ont été faites sur 63 $ le baril. Et nous savons que pour $1 de plus par baril, il y a 160 millions de dollars de plus en termes de subventions et pour la caisse de compensation. Et donc là, et si on ajoute à tout ça aussi, comme vous l'avez bien dit aussi, toutes les exigences environnementales et climatiques auxquelles nous sommes confrontés, alors il est impératif aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un choix, de passer vers la transition énergétique et climatique. C'est dans ce cadre-là que le ministère a développé depuis quelques années une stratégie assez ambitieuse en termes de transition énergétique qui repose principalement sur 3 piliers. Donc pour éviter justement que la demande augmente à chaque fois qu'il y a une augmentation de la croissance économique, pour la demande n'augmente pas au même rythme que la croissance économique, il faut avoir une maîtrise de la demande d'énergie. Donc il faut réellement avoir des taux d'intensité énergétique qui est assez intéressant. Donc il faut une maîtrise de la demande d'énergie. Il faut passer aussi aux énergies renouvelables, un déploiement massif des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, la stratégie prévoit 35% d'énergie renouvelable dans le mix électrique à l'horizon 2030 et 50% à l'horizon 2050, conjugué à une électrification des usages pour justement aller vers le sens de la transition et de la décarbonation. Ce qui a été fait pour le moment, c'est qu'il y a plusieurs programmes de maîtrise de l'énergie qui ont déjà été engagés, qui permettent un peu de stabiliser la demande d'énergie.
On se focalise également beaucoup sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et là, il y a une loi qui a été éditée en 2015 et qui régit tout ce qui est production d'électricité renouvelable et qui prévoit les 3 régimes de production d'électricité renouvelable, notamment le régime de l'autoproduction, le régime de l'autorisation et le régime des concessions. À ce jour, par exemple, pour le régime de l'autoproduction, pour tout ce qui est basse tension, on a atteint une puissance installée de l'ordre de 455 MW, qui provient essentiellement du programme Prosolelec qui est destiné aux ménages dans le secteur résidentiel. On a à peu près 110 MW pour tout ce qui est autoproduction en moyenne tension. Et donc, déjà, pour l'autoproduction, on est aux alentours de plus que ces 600 MW. Disons 550 MW. Pour tout ce qui est autorisation, il y a eu plusieurs appels à projets pour l'autoproduction qui ont permis d'installer à ce jour à peu près 52 MW. Et c'est un régime qui concerne les petits projets, plus ou moins petits projets, qui sont inférieurs à 10 MW pour le photovoltaïque et 30 MW pour l'éolien. Pour les projets de concession, ce sont les grands projets qui dépassent les 10 MW pour le photovoltaïque et les 30 MW pour l'éolien. On a actuellement 200 MW qui sont installés, un premier projet de 100 MW à Kerouan qui est entré en service au mois de décembre 2025, et 2 autres projets qui sont entrés en service au mois de janvier et au mois de mars 2026, 2 projets de 50 MW. Donc ça fait un total de 200 MW pour les projets de concession, avec 200 MW qui ont été attribués pour le photovoltaïque et qui attendent de passer par le Parlement pour une approbation par loi. Et un autre projet en éolien, d'une capacité à peu près de 77 MW, qui a aussi été attribué et on attend le passage aussi par le Parlement pour une approbation par loi. Donc il y a plusieurs efforts qui sont consentis par le gouvernement pour aller dans le sens de la transition énergétique, que ce soit, comme je disais, à travers la maîtrise de la demande d'énergie ou les énergies renouvelables. Après, il va falloir que ça s'accélère compte tenu des contraintes auxquelles la Tunisie est confrontée, compte tenu aussi des chocs auxquels la Tunisie est confrontée, notamment le contexte géopolitique. Il faut vraiment assurer que la Tunisie soit résiliente et réduire sa vulnérabilité face à ces chocs-là. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation des projets en cours, de l'objectif d'avoir dans une dizaine d'années 35% de l'électricité par les sources nouvelles renouvelables d'énergie. Quand on regarde les calculs, ça donne à peu près 4,8 gigawatts. Un gigawatt, c'est 1 milliard de dollars. Donc 1 multiplié par 4,8, on approche, rien que pour la production, j'entends, les 5 milliards de dollars. À cela s'ajoutent naturellement les dépenses essentielles, parce que sinon, on l'a vu en Espagne, le reste ne fonctionne plus, les dépenses de réseau, de stabilisation, de gestion, etc. Donc ça fait des sommes considérables. Et naturellement, la Caisse des dépôts et consignations, qui est un acteur essentiel du paysage financier tunisien, est au premier rang. Comment vous évaluez ces investissements? Les chiffres que j'ai donnés, c'est pour montrer simplement l'importance du défi financier et quel type de réponse peut être apportée par la Tunisie avec le mixte privé-public, tunisien-étranger. Merci. Merci. Je rebondis donc directement sur les montants, justement. Bonjour tout le monde. Olfa Chameli, donc de la Caisse des dépôts et consignations. Effectivement, les montants nécessaires pour réussir la transition climatique et plus précisément la transition énergétique, qui est quand même le secteur le plus important de la transition climatique, c'est justement, elle revient au secteur de l'énergie et les évaluations. Alors, les montants sont évalués généralement dans un document, dans un engagement national qui est la CDN, la contribution nationale déterminée dans le cadre de l'accord de Paris. Et la CDN actualisée de 2021 avait évalué donc les besoins pour réussir la transition climatique à 10
19 milliards de dollars. La CDN 3.0, qui est pour la période 26-30, elle évalue le montant nécessaire d'investissement à 54 millions de dollars, avec donc une augmentation de 180%, et dont la part, donc pour l'atténuation, le secteur de l'énergie, justement, il est le plus contributeur au niveau de l'atténuation, on aura besoin d'un montant de 21 millions de dollars. Ces chiffres sont corroborés par un autre rapport qui est le CCDR, qui a été élaboré par la Banque mondiale sous l'égide du ministère de l'Environnement et qui donne un chiffre plus ou moins de 55 milliards de dollars. Et ce rapport aussi indique bien la corrélation, la forte corrélation entre le changement climatique et le développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question du changement climatique n'est plus une question de vraiment réduction des émissions des gaz à effet de serre seulement, c'est une question de souveraineté. Aujourd'hui, ce matin, pas plus tard que ce matin, M. Farid Benhaj avait souligné cet aspect de souveraineté et justement cette corrélation, elle a été prouvée comment, en fait, l'inaction en termes d'investissement donc dans le changement climatique coûterait vraiment au PIB 3,4% du PIB, donc une baisse de 3,4% du PIB d'ici à l'horizon 2030 et plus que 6% à l'horizon 2050, avec donc les co-bénéfices de l'investissement dans le changement climatique et plus particulièrement donc dans la transition énergétique impactent aussi bien le budget de l'État, l'emploi, le taux de pauvreté. Donc c'est vraiment, ce n'est plus un choix. Et donc la Caisse des dépôts et consignations aujourd'hui considère l'investissement dans la transition énergétique sous un double prisme, l'action sur la souveraineté et l'action sur le climat et l'environnement. Et ça constitue une priorité au niveau de la Caisse. Comment adresser justement cette problématique et l'importance de ces montants? Et j'ai manqué de dire qu'au niveau donc des estimations, ce n'est pas seulement l'affaire du secteur public. Et ce matin aussi, Sihedine Meshri avait souligné à la fin, à la conclusion, que c'est une coordination, une coopération entre les différents acteurs donc économiques, les opérateurs économiques, et les rapports évaluent à 65% la part de l'investissement privé en faveur de la transition énergétique. Donc comment faire? Comment la Caisse pourrait jouer son rôle de catalyseur, son rôle d'effet de levier pour justement drainer ou contribuer à inciter le secteur privé dans les investissements dans donc la transition énergétique. Alors, nous avons différents canaux d'intervention. Donc dans les projets d'infrastructure, donc via notamment des PPP. Nous opérons aussi indirectement via la private equity auprès de PME et de start-up innovantes notamment, puisqu'on sait aussi aujourd'hui que l'innovation et l'intelligence artificielle aussi ont un impact important sur la réduction des coûts de la transition et de son efficacité. Et la blended finance aussi, puisqu'on est un investisseur à long terme et patient, donc on peut aussi être un acteur clé dans des montages de blended finance, et donc les alternatives, et on peut être aussi, et actuellement on joue aussi le rôle de tiers de confiance avec les principaux bailleurs de fonds. Par exemple, je cite un exemple, aujourd'hui il y a deux programmes qui sont en cours sous le programme Green Tech, appuyé par l'Union européenne et Expertise France et le CITET en Tunisie, le ministère de l'Environnement. En fait, il y a deux initiatives qui sont le VER et le MER qui ont pour objectif d'appuyer les startups innovantes en stade de proof of concept ou de MVP. Ça, c'est un exemple parmi d'autres.
Et je sais que je ne dois pas être plus long que ça, étant donné Oui, le temps malheureusement, imparti. Donc, je laisse la parole peut-être. Voilà, vous allez laisser la parole à Rémi. Comme je l'ai dit, Rémi est un spécialiste du carbone et de la décarbonation. Il intervient auprès des entreprises tunisiennes dans l'environnement national et l'environnement régional et international. Bon, il y a à la fois une contrainte et une opportunité ou quelque chose d'inévitable en fait, parce que c'est pas simplement de la réglementation, hein, c'est aussi du marketing finalement, le contenu carbone. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots bien sûr, nous dire, enfin, nous détailler le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui s'applique maintenant à la Tunisie et dans l'immédiat et la suite et comment les entreprises tunisiennes, publiques ou privées, doivent réagir et s'adapter. Oui, ça marche. Alors, tout d'abord, il faut mettre les choses dans leur contexte. Comme vous le savez, la Tunisie s'est engagée dans l'accord de Paris à atténuer ses émissions de gaz à effet de serre. Donc notre engagement, c'est de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Donc 28% inconditionnel et 17% conditionnel. Donc nous sommes donc appelés à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc nos entreprises sont appelées à agir et à mettre en place toute une stratégie pour décarboner leur activité. Mais de toute façon, surtout les sociétés exportatrices à l'Union européenne, aujourd'hui font face à ce qu'on appelle le mécanisme, le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière. Alors c'est quoi ce mécanisme? En fait, c'est une politique de l'Union européenne pour soutenir ses ambitions climatiques, notamment dans l'objectif de neutralité carbone à l'an 2050, et aussi à atteindre l'objectif de l'accord de Paris, qui est de limiter l'augmentation de la température de la planète à moins de 1,5 degré Celsius d'ici 2100. Mais c'est aussi une réponse au risque de ce qu'on appelle la fuite carbone. Parce que ces entreprises européennes peuvent aller délocaliser leur unité de production dans des pays où la réglementation est moins stricte pour éviter effectivement ces taxes carbone. Donc pour éviter cette fuite carbone, le MACF vient limiter ce genre de choses. Alors, ce MACF concerne donc toutes les sociétés exportatrices à l'Union européenne et ça concerne aujourd'hui 6 produits. Aujourd'hui, alors quels sont ces secteurs qui sont concernés par le MACF? C'est l'acier, le fer, l'aluminium, les engrais, l'énergie, l'hydrogène et le ciment. Aujourd'hui, mais très prochainement, tous les produits transformés à base d'acier, d'aluminium seront inclus. Le secteur chimie, pétrochimie sera inclus. L'agroalimentaire sera inclus. Verre, céramique sera inclus. Et tout ce qui est aussi industrie de la mobilité aussi sera inclus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne les entreprises exportatrices dans l'industrie de mobilité, comme les entreprises de câblage automobile, aéronautique, les entreprises mécaniques liées à la mobilité, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils se préparent pour le MACF. Alors, quand on dit MACF, aujourd'hui, en fait, c'est pas très bien
définis, parce que on entend empreinte carbone, bilan carbone, MACF, et tout ça, c'est un peu mélangé dans la tête des gens. L'empreinte carbone, c'est quelque chose, et la déclaration MACF, c'est autre chose. Dans la déclaration MACF, certaines données sont demandées, alors que dans l'empreinte carbone, c'est l'inventaire de toute une activité ou l'inventaire de toutes les données qui font les phases d'un cycle de vie d'un produit. Alors, dans le MACF, qu'est-ce qu'on demande comme données? On demande les émissions directes liées à l'activité, d'accord? Donc, ce qu'on appelle le scope 1. La consommation électrique, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes liées à l'énergie, c'est le scope 2, et juste la quantité du produit exporté et la quantité de produits annuels qu'on cherche à exporter. Donc, en fait, les données de MACF c'est une partie de l'empreinte carbone d'une activité et non pas d'un produit. Alors, juste, je termine sur l'opportunité du MACF pour les entreprises tunisiennes, parce que ça peut être une menace pour les entreprises qui ont une empreinte carbone assez haute, mais c'est une opportunité pour les entreprises qui ont une intensité carbone basse. Alors, l'opportunité, c'est quoi? Aujourd'hui, aussi, j'ai oublié d'expliquer, c'est en fait, le MACF, quoi? C'est un système de quotas carbone. Donc, l'Union européenne a fixé des quotas selon l'activité de l'entreprise. Donc, chaque entreprise a son quota. Et à partir de ce quota, on va calculer les taxes carbone. C'est-à-dire que si une entreprise exportatrice qui veut exporter son produit, on va calculer son empreinte carbone, et par rapport au seuil, alors si on dépasse ce seuil-là, la taxe carbone sera ajustée sur cette différence. Si on est en dessous de seuil, on ne perd rien. Donc, et ce quota-là, il faut savoir que ce quota-là va être baissé progressivement jusqu'à l'an 2034 pour ne plus avoir de seuil. C'est pour ça que la réglementation carbone, de plus en plus, va être exigeante et stricte. Donc d'ici 2034, on n'aura plus de seuil. Donc toute émission de CO2 équivalent dans l'air sera taxée. Donc aujourd'hui, les entreprises qui vont anticiper la transition de décarbonation pourront être compétitifs parce qu'ils vont minimiser les taxes carbone, donc ils pourront être compétitifs. Donc s'ils sont compétitifs, ils pourront aller chercher de nouveaux marchés européens. Ils seront éligibles à des financements liés crédit vert, climat, parce qu'ils ont mis en place toute une stratégie d'empreinte carbone, de mécanismes ESG, d'efficacité énergétique, de certification environnementale. Tout ça, ça va leur permettre d'être éligibles à des fonds et aussi comme opportunité aussi, ils pourront aussi réduire automatiquement leur charge énergétique. Voilà, merci beaucoup. Donc on voit bien que c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi un élément de compétitivité, parce qu'au-delà des règlements, les consommateurs de plus en plus demandent des produits à bas carbone. Et c'est le cas, alors il y a toujours des débats sur le contenu carbone de la voiture elle-même, donc pour les véhicules électriques avec BYD. Et donc, Hadjer, est-ce que vous pouvez vraiment quelques mots nous décrire comment vous voyez le marché du véhicule automobile en Tunisie se développer, votre propre expérience avec BYD sur ce marché? Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc, pour réduire, et je vais essayer d'être concise et précise par rapport à la mobilité électrique, qui est aujourd'hui une nouvelle façon de conduire, mais pas seulement ça, c'est une nouvelle façon de penser l'énergie. Un véhicule électrique permet principalement de réduire l'empreinte carbone, de réduire les émissions de CO2. Un véhicule électrique permet de
réduire 2 à 3 tonnes de CO2 par an par rapport à un véhicule thermique équivalent. Aussi diminuer les subventions et la dépendance aux énergies fossiles et surtout avec la hausse du pétrole. Mais le rôle d'un véhicule électrique aujourd'hui va plus loin, tout simplement parce qu'un véhicule électrique, c'est tout d'abord une batterie sur roue. Et quand on dit batterie, et avec le développement aussi du solaire et de l'éolien, la Tunisie aura certainement besoin de solutions de stockage de l'énergie, et le véhicule électrique peut être une solution pour le stockage de l'énergie. Un véhicule électrique peut stocker l'électricité quand elle est disponible, et à terme, il peut agir pour équilibrer tout le réseau de l'électricité. Déjà, dans certains pays, comme en Australie, il y a aujourd'hui, c'est une réalité, il y a des tests et des projets pilotes qui sont en cours. Il n'y a pas que ça, il y a l'intelligence artificielle, il y a les data centers, il y a la digitalisation qui va augmenter la demande sur l'électricité. Donc, on doit vraiment penser aux véhicules électriques qui servira à faire le stockage de l'électricité. Et tout simplement, aujourd'hui, le véhicule de demain, ou je peux dire le véhicule d'aujourd'hui, qui est le véhicule électrique, il servira pas seulement à se déplacer, mais aussi à être un outil au service du système énergétique. Et en résumé, la mobilité électrique est à la croisée de 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est l'enjeu climatique et c'est la décarbonation. Donc, ça permet de réduire l'empreinte carbone. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique et ça réduit la dépendance aux énergies fossiles. Et le troisième enjeu, qui est très intéressant, c'est moderniser le réseau de l'électricité dans le monde et en Tunisie. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la science-fiction, mais qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'une batterie de voiture reçoit de l'énergie, mais la stocke et la remet dans le réseau, parce que naturellement, ça pose des problèmes redoutables de gestion de réseau avec les consommations de pointe, etc. Est-ce que c'est nouveau partout, ouais, en Tunisie. Est-ce qu'à ce stade, vous rencontrez des difficultés, des problèmes en matière de réglementation, de tarification pour les usages, pour la charge électrique des véhicules? Est-ce que... on parlera à la fin, mais voilà, est-ce qu'il y a forcément, il faut adapter l'environnement juridique? Fait, notre challenge dans le monde entier et en Tunisie, c'est démocratiser l'électrification et accélérer la transition énergétique. Donc aujourd'hui, le principal défi, ce n'est plus de la technologie, parce que concrètement, les véhicules électriques ont montré une fiabilité, une performance et une économie à l'usage. Donc il y a 3 défis à part l'infrastructure et la recharge. Le premier défi, c'est la sensibilisation et c'est l'accompagnement du consommateur tunisien et le consommateur dans le monde entier. Donc là, le client, il doit avoir des réponses à toutes ces questions par rapport à la durée de vie de la batterie. Chez BYD, on a des batteries qui dépassent les 2 millions de kilomètres en termes de durée de vie, l'autonomie de la batterie et surtout le coût d'utilisation de cette solution. Donc là, il est essentiel de montrer à quel point il s'agit d'une solution qui est fiable, qui est simple, qui est économique, écologique, et elle est de plus en plus accessible dans le monde entier et en Tunisie. Deuxième défi, exactement, c'est l'infrastructure de recharge. Donc le client, il a le droit de recharger son véhicule chez lui, c'est à 80%, au travail, sur les grands axes, dans les malls, dans les cafés, donc partout. Et avec la technologie et avec tout ce que fait les constructeurs dans le monde entier, là on repousse les limites et on a désormais la recharge ultra rapide. Donc il y aura
plus de problèmes d'infrastructure parce que vous pouvez recharger votre véhicule en 5 minutes et c'est plus rapide qu'un plein de carburant. Et le troisième défi, et là je tiens à féliciter l'État parce qu'il y a un défi qui est le cadre réglementaire de l'État et l'État a mis en place déjà des incitations fiscales pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. Le véhicule électrique en Tunisie ne paye pas de douane, ne paye pas de droits de consommation et 7% de TVA pour les véhicules électriques et pour les véhicules hybrides rechargeables. Aussi, les véhicules électriques sont hors quota. Déjà, on a des résultats qui sont concrets. On passe de 200 véhicules en 2024, 100% électriques, à 500 en 2025. Et là, on dépasse les 750 véhicules électriques en Tunisie. Donc, c'est un chiffre qui est impressionnant, qui est encourageant. Donc, la mobilité électrique est en train de basculer. Aussi, pour les véhicules électrifiés, les parts de marché en Tunisie dépassent les 15% en seulement 4 mois. L'année dernière, à peine, on a fait 5%. Donc, pour résumer et pour réussir cette transition énergétique, il faut que toutes les parties prenantes travaillent ensemble, l'État, les banques, les constructeurs, les entreprises énergétiques pour accélérer cette transition parce que c'est une réalité et c'est un pilier pour un avenir écologique et durable dans le monde entier. Merci. Rami, vraiment en 2 mots, vous qui êtes proche du tissu des entreprises tunisiennes, quel est pour vous le degré de sensibilité à ces questions et de réactivité selon les différentes catégories d'entreprises, leur taille, est-ce que c'est une filiale d'une société étrangère ou pas? Est-ce qu'ils sont bien sensibilisés et réactifs? Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les aider, par exemple, moi je suis le produit d'un programme qui s'appelle PATIM. PATIM, c'est un programme qui est orchestré par le CITED et financé par le GIZ. Alors, ce programme, c'est fait pour les industries de mobilité, parce que on sait très bien que ces industries vont être très bientôt concernées par le MACF. Donc, moi, je suis donc ce produit-là, ça veut dire qu'on m'a formé pour devenir un expert national pour accompagner ces industriels. Alors aujourd'hui, on est dans la phase 3. Donc dans la phase 1, on a eu à peu près une trentaine d'entreprises. Dans la phase 2, pareil. Donc dans les 3 phases, je pense qu'on a couvert à peu près 70 entreprises en Tunisie. Quand on va les accompagner, c'est clair qu'on les trouve déjà sensibilisés au MACF, mais pas seulement au MACF, parce que le MACF, en fait, c'est le début de quelque chose. Parce que maintenant, on va aller vers le passeport carbone produit. Ça veut dire que chaque produit, maintenant, il aura son passeport carbone. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce passeport? Il y aura son empreinte carbone, il y aura la composition de la matière première, l'origine de la matière première, l'origine de l'énergie utilisée, si c'est de l'énergie mix électrique ou c'est des énergies renouvelables, et aussi sur sa traçabilité environnementale, surtout son cycle de vie. Donc, tout ça, ça demande une préparation dès maintenant pour ces réglementations plus strictes et plus exigeantes devant les donneurs d'ordre européens. Merci. Alors, tout ça pose beaucoup de problèmes financiers, naturellement. Vous avez évoqué des chiffres tout à fait important. Est-ce que vous voyez dans l'évolution des modes de financement, parce qu'il faut mobiliser des crédits privés en France, avec Électricité de France, nous avions une histoire d'entreprise publique extrêmement forte, très syndicalisée, très puissante, et on a vu que la nécessité fait loi, et qu'aujourd'hui nous avons quelques segments qui sont assurés par l'État et financés d'une manière ou d'une autre par l'État, et puis des acteurs privés.
Là, j'ai regardé la signature qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps pour Kairouan, où on est à mi-chemin, je dirais, de la capacité de production particulière, une entreprise, la concession avec la STEG, et là c'est multi-particulier qui peut financer des installations solaires, les batteries, etc. Est-ce que vous avez expliqué que vous étiez le tiers de confiance, etc. Est-ce que dans les pipes, il y a de nouvelles formules qui sont en train d'être étudiées? Et pour couvrir quel type d'investissement? Parce que, comme vous l'avez dit, hein, c'est à la fois la production et l'atténuation des effets du climat. Oui, effectivement. Donc, déjà, à la Caisse, on travaille sur 3 aspects principaux. Le premier aspect, déjà, c'est de flécher les sous-secteurs ou les technologies qui sont à même justement à contribuer à la transition énergétique, à la transition climatique, mais plus spécifiquement à la transition énergétique. Donc les secteurs et les technologies sont mentionnés au niveau de la CDN, donc on ne va pas inventer la roue sur ce plan-là. Donc il s'agit d'énergie renouvelable, de stockage, de modernisation du réseau, des usages industriels et d'efficacité énergétique. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Et donc déjà les catégories, enfin les secteurs et les sous-secteurs sont déjà définis au niveau des documents d'engagement de la Tunisie. Cependant, on flèche aussi, si vous voulez, des investissements qui sont à même de créer un levier et d'améliorer l'efficacité et le coût donc de la transition. Donc j'ai cité tout à l'heure donc l'investissement au niveau des technologies, mais aussi on est aussi regardant par rapport à ce que, par exemple, aujourd'hui, on sait que nouvelles chaînes ont vu le jour, et notamment de nouveaux intrants sont de plus en plus demandés, tels que le cuivre, le lithium. La production des batteries nécessite justement des intrants. Donc tous ces investissements on pourrait imaginer l'investissement dans des chaînes de valeur, pourquoi pas continentales. Donc on avait fait une petite prospection sur ce plan-là. Donc ça, c'est au niveau de quel emploi, mais aussi quelles ressources. Donc on travaille aussi sur la diversification des ressources. En ce qui concerne la diversification des ressources, donc on est en cours d'accréditation au niveau du GCF, le Fonds vert pour le climat. Et par exemple, nous sommes aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la quête de montage tel que là notre contribution pour le Green Tech, donc des initiatives qui sont à même d'appuyer les PME innovantes ou les startups, etc. Et puis les ressources, d'autres ressources qu'on mobilise auprès des DFIs, des bailleurs de fonds ou des partenaires locaux aussi. Troisième point, donc je termine rapidement, c'est aujourd'hui, puisqu'on est dans le changement climatique, nous sommes dans l'industrie de l'investissement d'impact. 10 secondes. Donc, de l'investissement d'impact. Donc, même la manière de faire diffère. C'est-à-dire que quand on est dans l'investissement d'impact, on n'est pas seulement finance first, donc on ne regarde pas seulement les théories des projets, mais on regarde aussi l'impact que créeraient les projets sur l'environnement, donc dont la réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment les process d'investissement qui sont aussi modifiés. Bon, et je m'arrête là. C'est clair que le temps... Voilà, alors, AFEF, vraiment,
on vous donne le mot de la fin. Il n'y aura pas de questions à la salle. Qu'est-ce que vous retirez en termes d'actions à mener ou déjà menées ou en cours de préparation de ce que vient de dire le secteur privé, le secteur financier? D'accord. Alors, je vais essayer d'être brève. Il y a beaucoup de choses à dire, mais très rapidement. Alors, c'est évident que la transition, pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, il va falloir accélérer la cadence. Plusieurs réformes ont été faites, plusieurs réformes sont en cours, notamment pour les énergies renouvelables. Il y a eu une simplification des procédures pour le régime de l'autoproduction, avec aussi le régime dont vous avez parlé, qui a introduit une idée innovante, en fait, pour que les consommateurs puissent vendre, commercialiser de l'électricité auprès de clients éligibles pour des fins d'autoproduction. Et on a un projet de 100 MW qui est en cours. Pour les projets de concession aussi, il y a eu l'intégration de la composante stockage, qui est très importante aussi bien pour la stabilité de réseau, mais aussi pour l'optimisation de l'intégration des énergies renouvelables. Il y a les projets d'interconnexion, notamment le projet Elmed, et aussi le renforcement des interconnexions existantes entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Là où il y aura des goulots d'étranglement, il y aura toujours des réformes pour pouvoir accélérer, comme je l'avais dit, la cadence. Il faut aussi beaucoup penser à la question de mobilisation de fonds dont a parlé Olfa. Il faut aller vers les mécanismes de financement innovants. Il faut voir un peu les questions du marché carbone en tant que finance carbone pour les projets d'énergie renouvelable et pour les projets dans le secteur de l'énergie d'une façon générale. La blended finance aussi, qui à mon sens est aussi très très importante. Donc je pense qu'il faut une conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes pour atteindre les objectifs de la transition, de tous les secteurs. Peut-être un point avec lequel je vais finir, vous avez beaucoup parlé de la question de la CDN et des objectifs qui sont inscrits dans la CDN tunisienne. Je voulais juste ajouter que le ministère de l'Environnement est en train de travailler sur une étude, sur un plan d'action pour la mise en œuvre de la CDN. C'est la déclinaison des objectifs en termes de plan d'action avec des plans d'investissement et des plans d'objectifs de financement et plutôt des plans de financement, voilà, pour l'atteinte des objectifs de la CDN, notamment pour le secteur de l'énergie. Voilà. Merci, désolé, mais nous sommes prisonniers de l'horloge, du sablier vivant, et qui fait bien son travail d'ailleurs. Merci. On peut répondre aux questions en privé, naturellement. Et si vous voulez savoir ce qu'est Equitix, je pourrais vous le dire, nous sommes c'est une société d'investissement en private equity qui intervient notamment en matière d'énergie nouvelle, que ce soit la production, le stockage ou les câbles, mais à une certaine échelle.